Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir, ça va? C'est quoi ce zoo? Ce soir nous sommes mercredi, j'ai trouvé. Nous sommes mercredi 17 octobre 2018, il est 22h09 et ce soir pour ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc on regardait la suite du film d'hier. Alors qu'est-ce que c'était que le film d'hier? Le film d'hier c'était la créature du marais. Donc un film tiré d'un comics américain de chez DC, donc Swamp Thing. Et disons que si vous avez vu l'épisode que l'on a fait hier de Parlons DVD, c'était pas mal mais sans plus quoi. C'était moyen, beaucoup de choses qui n'étaient pas super ouf. Alors du coup, Zouglut au début, elle était pas super enthousiaste pour voir la suite ce soir. Mais disons que un de nos fidèles lecteurs, non, je dis pas lecteur mais écouteur, non, comment on dit? Voilà, un de nos fidèles abonnés nous a dit que le 2 était mieux que le premier. Donc coucou Kemsu. Et donc du coup, ça a déjà motivé un peu plus Zouglut à voir le film ce soir. Et finalement, bah, dès les premières minutes, dès les 2-3 premières minutes du film, donc voici le retour de la créature du lagon. Donc voici la suite. Donc dès les premières minutes du film, on a tout de suite su qu'on allait aimer le film, que ça serait mieux que le premier. Et il a suffi seulement de quelques instants, la mise en scène, les graphismes, les couleurs, le son, tout ça. Voilà, tout était fait pour. Ah, c'est vrai qu'elle a déjà essayé l'autre jour. Et Carla qui essaie d'ouvrir l'armoire. Je range de l'argent. Donc voilà, tout était fait pour nous plaire dans ce film. Alors, donc pourquoi déjà ça s'appelle Le Retour de la créature du lagon alors que le premier film, donc elle a échoué, Carla, donc elle laisse tomber, s'appelait la créature du marais. Je me suis posé la question et Mad Movie, donc c'est une édition Mad Movie pour la suite, ils y répondent dans les bonus, parce qu'il y a plusieurs bonus intéressants, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Mais dans un de ces bonus là, donc Carla qui me perturbe. Donc on a un rédacteur en chef de chez Man Movie qui explique un petit peu. Enfin non, il y a plusieurs bonus où c'est du texte qui les file, et il y en a un où il y a pendant quelques minutes un rédacteur en chef de chez Man Movie qui nous explique des choses. Alors je sais plus c'est dans lequel ces bonus, j'ai tous regardé tout à l'heure après le film. Oui, ça y est, elle a eu une cause. Donc, et donc c'est expliqué qu'en fin de compte, il y avait un autre film américain, je sais plus, le Lagon Noir, enfin je sais plus quoi. Là j'ai un trou de mémoire. Et donc quand ce film est sorti en salle, ils se sont emmêlés les pinceaux, ils ont confondu avec un autre film. Et du coup, au lieu de marquer le retour de la créature du marais comme ça aurait dû être le cas, ils ont appelé ça le retour de la créature du lagon. Ce qui était une erreur, mais qui restait tel quel. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire, mais on va peut-être commencer par le synopsis, ça serait bien. Alors, Mad Movie, le meilleur des B-movies. Mad Movie, c'est un magazine, donc c'est Mad Movie. Si je dis pas de bêtises, ils éditent parfois des DVD et certains DVD qui n'ont jamais été édités auparavant ou dans des éditions assez limitées. En général, c'est surtout des films d'horreur, ou des films B-movie, des films voilà, de catégorie B, tout ça. Des films assez sympas et méconnus. Et il y a beaucoup de films que l'on peut trouver chez Mad Movie qui ne sont jamais sortis chez d'autres éditeurs. Ce n'est pas toujours le cas, mais très souvent. Et donc, pour avoir ces films-là, les films Mad Movie, en fait, c'est un magazine. Et ils sortent, je sais plus, c'est tous les mois ou tous les 3 mois, j'ai un trou de mémoire. Je l'ai acheté pendant une période, mais oui, c'est que c'est encore. Mais de temps en temps, je pense à regarder ce qu'ils ont comme DVD et souvent j'achète par rapport au DVD. Mais c'est vrai que le magazine en lui-même, déjà, c'est un coût financier. Je peux pas acheter tous les magazines qui plaisent, sinon, voilà quoi. Je n'ai pas tout pas les moyens, mais c'est vrai que voilà, il existe en deux versions, une version avec que le magazine et une version avec le magazine et le DVD inclus. Alors je sais plus si c'est tous les mois ou trimestriel, mais en tout cas, voilà. Donc en fonction si le DVD est intéressant ou pas, nous intéresse, on peut acheter comme on veut. Celui-ci, ce DVD-là, je l'avais acheté il y a plusieurs années. Maintenant, il y a combien? Peut-être 8 ans. À l'époque, j'habitais sur Paris. J'avais acheté sur internet, puisqu'à l'époque, je regardais beaucoup en démat et je ne trouvais pas ce film en démat. Donc, je l'avais donc acheté sur internet, mais je ne l'avais pas vu, puisque je voulais voir d'abord le 1 avant. Et comme je n'avais pas vu le 1, donc
Le 1, je l'ai vu qu'hier, donc avec Zulu, donc ce qui fait que c'était aujourd'hui seulement que je voyais le retour des créatures du lagon. Alors donc ça c'est une édition Mad Movie. Jamais la science n'était allée aussi loin, avec Louis Jourdan, Heather Locklear, Sarah Douglas, et là c'est pas marqué là-dessus, mais ah, oui, sauf qu'il y a un neige qui sort du placard, Carla qui est encore dedans. Au niveau des acteurs par rapport au 1, donc il y a deux acteurs qui ont été repris du 1, donc le méchant Louis Jourdan qui est dans le 1, et donc celui qui incarne Swamp Thing qui est joué par Dick Durock, voilà. Dick Durock, j'avais la fiche Wikipédia sur un onglet que j'avais déjà préparé. Donc voilà, après tous les autres c'est des nouveaux personnages, des nouveaux acteurs qu'il n'y avait pas dans le 1. Alors, inspiré d'une célèbre bande dessinée américaine, suite de la créature du marais du grand Wes Craven. On dit Craven ou Craven? Avant je disais toujours Craven. Une histoire de savants fous et de créatures monstrueuses traitée avec un second degré réjouissant. Ah oui, donc c'est tiré d'une bande dessinée qui est issue de chez DC Comics. Il y a un pendant ce personnage chez Marvel qui s'appelle Man-Thing. À l'origine, donc Swamp Thing et Man-Thing, c'est deux comics de BD américaines, une chez Marvel et une chez DC. Ils sont sortis à peu près à la même période, à 2 mois d'intervalle. C'est vrai qu'il y a eu des périodes où Marvel a copié chez DC pour des personnages, DC a copié chez Marvel pour des personnages, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas par rapport à Swamp Thing et à Man-Thing. Apparemment, donc j'ai lu quelque part qu'il y avait une mouvance, une mode de créatures sur les films et les personnages de créatures, de lagons, tout ça, et donc que ce soit un éditeur ou l'autre, les deux auraient surfé sur une mode qui était à cette époque-là. Du moins, c'est ce qui me semble. Alors, il y a quelques années, le savant Alec Holland s'était transformé en monstre végétal à la force surhumaine, après avoir été contaminé par un liquide révolutionnaire qu'il avait mis au point. Son rival, le docteur Anton Arcane, cause de tous ces malheurs, avait également provoqué la mort de sa sœur. Arcane, que l'on pensait à jamais disparu, est de retour. Obsédé par ses recherches délirantes, il se livre aux expériences les plus folles, cherchant à créer des êtres mi-hommes, mi-végétaux. Sa propre nièce pourrait être sa prochaine victime. Heureusement, la créature du lagon veille. Oui, c'est assez rare, mais là, pour une fois, on a un synopsis assez complet et particulièrement fidèle, donc c'est vrai que c'est assez rare, donc c'est intéressant de souligner. En même temps, il faut dire que Mad Movie, c'est quand même des passionnés de cinéma, tout ça, et quand ils font une édition, tout ça, qui est DVD, tout ça, et voilà, ils essaient de faire au mieux, c'est pas le genre de personnes à bâcler leur travail. Je pense qu'ils essaient de faire ça de manière le plus soigneuse possible. Il y a une seule coquille que j'ai constatée au niveau du boîtier DVD. C'est-à-dire au niveau de l'année, ici. Donc ils ont fait une petite erreur. Vous voyez, année USA 1990. Sauf qu'ils se sont un petit peu trompés d'une année en fait. Donc j'ai vérifié sur plusieurs sites, y compris sur IMDB. IMDB, c'est un petit peu la Bible pour savoir les informations exactes sur les films, les acteurs, les dates de sortie, les différents titres selon les pays, tout ça. C'est vraiment la Bible, parce que des fois sur les Wikipédia français ou anglais, des fois il y a des erreurs, puisque n'importe qui peut éditer, ça peut... voilà. IMDB, c'est fiable, c'est vraiment la Bible. Et donc la première sortie de ce film, c'était en 89 au USA. Donc c'était sorti en 89 et là c'était écrit 90, donc c'est la seule coquille, mais bon, ça peut arriver, donc voilà, on en tiendra par rigueur. Alors donc le scénario, oui, donc c'est à la fois une suite et à la fois un reboot. C'est ce qui m'a semblé quand on a vu le film, et effectivement, donc il y a une petite phrase que j'ai vue sur Wikipédia qui apparemment ils ont pensé la même chose que moi. C'est marqué donc autour du film, donc sur la version FR de Wikipédia, une suite sous forme de remake. Le film est à la suite du premier film signé Wes Craven, Les Créatures du Marais. Cette suite inattendue fait de nombreuses références au premier volet, notamment avec un flashback et la scène finale dans laquelle Heather Locklear a dû reproduire tous les faits et gestes d'Adrienne Barbeau dans le 1.
Oui, pourquoi ils disent une suite sous forme de remake? Eh bien, ça m'a fait beaucoup penser à l'impression que j'ai eue quand j'avais vu les films Hulk et l'Incroyable Hulk. Alors, je n'ai pas vu les anciens films Hulk dans les années 80, 70, 60, enfin, je sais plus, il y a dû y en avoir pas mal comme Spider-Man. Le premier film que j'avais vu, moi, c'était avec Hulk, c'était dans les années 90, entre 90 et 2000, je sais plus. Et puis après, ils avaient fait une suite qui s'appelait l'Incroyable Hulk avec Edward Norton. Donc déjà, ce qui m'avait un petit peu perturbé, c'est qu'ils avaient changé d'acteur. Et, euh, également, donc c'est vrai que on peut considérer le film Incroyable Hulk la suite du film Hulk. Puisque dans le film Hulk, donc ça explique sa transformation, comment il est arrivé, tout ça, donc il y a l'ennemi qui combat, enfin tout ça. Alors que dans l'incroyable Hulk, c'est comme si ça s'était déjà passé avant, qu'ils sont passés à autre chose, que ce mec est toujours pourchassé par les militaires, tout ça, c'est un peu comme si c'était une suite, mais à un moment donné, ça suit pas tout à fait exactement à la trame de ce qui avait été initié par le premier, donc voilà, ça me fait un petit peu penser à ce qui s'est passé avec le film Hulk et Incroyable Hulk qu'ils ont fait une suite sous forme de remake, donc grande partie suite, en partie remake. C'est vrai qu'on comprend, il y a pas tout à fait certaines choses, notamment le fait que normalement le méchant, donc je suis désolé du spoil, mais il meurt dans le 1, à la fin du 1. Apparemment, il aurait survécu, mais ils expliquent comment il aurait survécu dans ce film-là, mais c'est un petit peu tiré dans les cheveux l'explication. Donc bon, après, à la limite, pourquoi pas. Le film, vraiment, ça a tellement été une claque pour moi. Entre le 1 et le 2, c'était vraiment entre le jour et la nuit. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce film, qu'à la limite, les petites imperfections, tout ça, je pardonne facilement parce que pour moi, voilà, c'est pas grave. Je sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce sujet-là, Zulut. Zulut. Bon, elle est plus là. Euh, Donc très bien, donc voilà, donc grosso modo, donc c'est vrai, on ne voit plus l'héroïne qui était donc la fille qui était dans le premier, mais après on peut l'expliquer de manière à ce que lorsqu'ils sont quittés dans le 1, dans la créature du marais, lui il devait rester seul, tout ça, leur chemin devait se séparer forcément. Et donc là, il y a une nouvelle fille, donc c'est un petit peu comme la Belle et la Bête, comme dirait aussi l'ami Kemsu. Donc voilà, donc c'est une nouvelle histoire qui se passe temporellement après le premier, puis on a notamment donc une scène avec un petit flashback, tout ça, qui nous remontre des images faisant allusion au premier film. Donc voilà, donc c'est clairement une suite chronologique. Donc le grand méchant du 1 est de retour, il a fait de nouvelles expériences. Son objectif n'est pas tant de faire des monstres que d'essayer de se reconstruire une vie proprement dite, puisque il semble réel, il semble être là, tout ça, fait de chair et d'os, avec son ancienne apparence humaine. Sauf qu'apparemment ses jours sont comptés, il va mourir, son temps est compté. Ce qu'on a fait pour le faire revenir était temporaire et pour le faire revenir définitivement, il faut faire des expériences génétiques et la meilleure façon pour lui est d'obtenir les meilleurs génomes correspondants de deux personnes différentes et donc l'une de ces deux personnes s'avère être sa belle-fille. Euh, la fille de sa femme, puisque c'était un remariage, tout ça. Enfin, c'est ce qu'on comprend dans le film. Et donc celle-ci, donc elle a qui travaillait dans un truc de botanique, enfin il me semble, ouais. Et donc elle avait été quand même attristée et choquée un petit peu de ne pas avoir été invitée à l'enterrement de sa mère, tout ça. Et à la cérémonie, tout ça, donc elle comprend pas trop ce qui s'est passé. Et puis finalement, genre, je sais plus si c'est une invitation qu'elle a reçue ou si c'est elle qui avait pris décision, mais du coup, elle se retrouve à aller dans la maison et le laboratoire, qui fait office également de laboratoire de son oncle, qui était le méchant donc dans le 1, donc c'est Arcane. Voilà. C'est vrai qu'il faut pour se souvenir de son nom, il faut que je pense à Arkham Asylum. Et justement, puisque j'en parle, c'est vrai que je me suis posé la question déjà dans le premier film, Arkham, est-ce qu'il y a une référence à Asylum, Gotham City, Batman, puisque c'est l'univers de Batman, ça a été fait par DC, Swamp Thing c'est DC Comics aussi. Est-ce qu'il y a une référence ou pas? Et bien justement, dès le début de ce film-là, donc
on a donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont très impressionnantes dans ce film. Et un petit clin d'œil sympa à la BD, tout ça, c'est qu'à un moment donné, il montre des images de BD, du comics américain, tout ça, de Swamp Thing. Et à un moment donné, on voit une petite image avec Arkham Asylum, tout ça, donc une référence à l'asile d'Arkham. Après, normalement, ces vignettes rencontrent une histoire, mais c'est passé un peu vite. J'ai pas J'aurais dû mettre en pause et pour étudier attentivement chaque image, mais je n'ai pas pris le temps. J'étais tellement sous l'émotion, sous le choc, parce que c'est assez rapidement ça dans le début. Mais voilà, déjà les premières impressions, les premières minutes, c'était franchement une claque par rapport au premier. C'était vraiment une claque entre donc dès les premiers instants, on voit quand même une attaque de monstres. Donc il y a Swamp Thing, donc la créature du marais qui arrive, qui intervient, qui s'en prend au monstre pour sauver la personne. Et du coup après il fait la petite pause, coucou, tout ça avec la petite musique. Enfin voilà, on voit clairement qu'il arrive plus facilement à parler comme une humaine, contrairement au premier film. Chaque fois qu'il intervient pour sauver quelqu'un, il y a une petite musique épique qui se lance, tout ça. Donc voilà, de la musique, les effets sonores, la qualité du son, elle est 100 fois meilleure la qualité du son dans ce film-là que dans le premier. Il n'y a pas photo, vraiment, la qualité du son est excellente. C'est vrai que The Good m'y a fait penser, c'est vrai que elle m'a dit qu'il n'y avait pas vraiment de musique dans ce film-là, tout ça, de musique d'ambiance, rien. Et c'est vrai que maintenant, quand j'y pense, je n'ai pas trop souvenir avoir entendu de la musique dans La créature du marais. Et que là, ils ont mis de la musique de circonstance en fonction des événements. Donc, si c'est un événement un petit peu héroïque, donc ils ont mis de la musique héroïque. Si c'est un passage un peu triste, donc c'est un peu plus triste. Si c'est un passage angoissant, un peu plus angoissant. Donc, ils ont mis des musiques de circonstance. Ils ont également mis beaucoup d'humour. Donc, il est vraiment très riche en humour aussi. C'est vraiment beaucoup de moments où on a rigolé dans ce film-là. Et voilà, c'est vrai que ce qu'on attend d'une adaptation d'un comics, d'un film tiré d'une bande dessinée américaine, normalement, il doit y avoir une certaine dose d'humour. Après, c'est pas forcément de l'humour gras, ça peut être de l'humour noir, de l'humour assez fin, tout dépend du super-héros en question. Voilà. Si vous mettez par exemple un Batman qui est un petit peu sombre, tout ça, qui va faire des blagues, tout ça, ça n'a pas le même genre d'humour que Deadpool chez Marvel, parce que chez Deadpool, ça sera plus du genre de l'humour vulgaire, gras, tout ça. Voilà, il faut vraiment que ce soit de circonstances, mais voilà, il y a toujours une certaine forme d'humour plus ou moins différente en fonction du personnage tiré du comics. Et voilà, franchement, voilà, au niveau du dosage entre l'humour, l'ambiance, le son, les effets spéciaux, tout ça, franchement, après avoir vu de La créature du marais, et quand on voit le retour de La créature du lagon, bon, il y a quand même des changements. Déjà, La créature du marais, c'était en 82 et celui-ci en 89, donc il se passe déjà 7 ans d'écart, mais également un changement de réalisateur. Donc, j'ai rien contre Wes Craven, il a fait des super films, mais j'ai pas trouvé formidable son travail sur La créature du marais. Et par contre, donc là, c'est un autre réalisateur, donc là, il faut que je regarde les petites fiches parce que j'arrive pas à le prononcer. Donc Jim Wynorski qui a fait ce film-là et franchement, ouais, il a fait du bien meilleur travail que Wes Craven. Franchement, voilà, c'est clair que c'est pas parfait, c'est clair que c'est pas un immense film, un chef-d'œuvre, mais ça, franchement, par rapport à si on devrait on peut pas comparer à des films qui ne sont pas comparables, mais si on devrait comparer ce film-là à un film de série B, un film dans le même genre, toute la même catégorie, franchement, c'est ce qui se fait de mieux. Franchement, on est en 2018 et je trouve que même en 2018, voilà, ce film de 89, c'est quand même une sacrée claque pour un film de série B. Franchement, c'est vraiment très très impressionnant. Je ne me suis pas ennuyé du tout. Voilà, le temps n'a pas semblé long, tout ça, c'est vraiment très très prenant. Euh, et limite, voilà, si ce n'était pas pour la collection, tout ça, je me demande si la vision du premier film était réellement nécessaire pour bien apprécier le 2, puisque on a quand même un petit flashback, tout ça. Bon, c'est quand même bien l'avoir vu une fois pour savoir de quoi il est question et de l'avoir en DVD pour la collection. Mais voilà, franchement, le premier film n'arrive pas à la hauteur du deuxième. C'est rare parce que très souvent dans les films à série où il y a plusieurs films qui suivent, souvent le premier c'est une immense claque et puis les suivants sont un petit peu en déception, tout ça en deçà.
On prend par exemple l'exemple culte de Jurassic Park. Le premier est génial à revoir 1 million de fois, c'est un immense chef-d'œuvre. Bon, le deuxième était pas mal, il se regarde bien, j'ai beaucoup apprécié le deuxième, mais c'était pas tout à fait pareil. Et le troisième m'avait beaucoup déçu. Après le quatrième, bon, c'est un petit peu comme une forme de reboot, donc c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est un exemple pour dire que très souvent les suites n'arrivent pas à la hauteur du film initial. Et là, c'est justement, donc ils nous font mentir. Et c'est tout le contraire qui se passe, puisque le deuxième est immensément meilleur que le premier. Donc voilà, c'est rare que je sois aussi enthousiaste, mais vraiment, j'ai trouvé ça fort appréciable. Au niveau des acteurs, on rencontre également donc dans les personnages connus Isler Locklear qui joue donc la belle-fille d'Arkane, le méchant. Alors j'avais pas rencontré, mais j'avais vu la première fois cette actrice dans la série télé Melrose Place, la première série Melrose Place, pas la deuxième. C'est vrai que c'était pas forcément une série, le genre de choses que l'on regardait à mon âge à l'époque où ça passait à la télé, mais j'avais beaucoup apprécié cette série-là, un petit peu pour les retournements de situation, pour les coups bas, les trucs comme ça, et les acteurs, tout ça, j'avais trouvé assez sympa. Et du coup, c'était surtout de cette série-là que je me souvenais de Heather Locklear la première fois que je l'avais vue, puis je l'avais vue également dans d'autres séries après, apparaître dans Spin City, puis également en guest star dans plusieurs séries. Mais voilà, donc là, c'est la première fois que je la vois aussi jeune dans un film et c'est pas mal, ça va. Voilà, dans l'ensemble, franchement, donc il y a de l'humour, il y a la musique, il y a aussi des petits gags avec de petits jeunes, des enfants, tout ça. Il y a une scène qui vraiment, j'ai adoré quand il feuilletait des magazines Playboy, tout ça. Et puis il y a quelqu'un qui toque à la porte, donc il se dépêche de cacher les magazines. Ils ouvrent la porte et puis c'est un monstre derrière la porte, une créature monstrueuse, tout ça. Alors il reste comme ça sans bouger, et puis comme ça. Et puis finalement, il referme la porte. Et franchement, avant qu'il referme la porte, mais ce que j'étais en train de leur dire, moi j'aurais. C'est exactement ce que j'aurais fait. Je... On toque à la porte, j'ouvre la porte, je vois un monstre, qu'est-ce que je fais? Ben, j'aurais fermé direct la porte et je me serais barré. Et eux, ils ont mis un petit temps de réflexion, mais ils ont quand même fermé la porte. Après, ils se sont mis à hurler, puis après, ils se sont parés dans la maison, tout ça. Ils étaient poursuivis par le monstre. Voilà, voilà, franchement, il y a beaucoup de scènes que globalement, j'ai beaucoup aimé ce film-là, mais il y a certaines scènes qui sont beaucoup plus épiques que d'autres, mais vraiment, mais voilà. C'est pas un chef-d'œuvre, mais franchement, voilà, j'ai beaucoup apprécié ce film et je le reverrai certainement à l'occasion. Alors, est-ce que j'ai d'autres informations utiles sur ce film-là? Donc, il y a plusieurs bonus appréciables dont j'en ai parlé, notamment une petite vidéo avec quelqu'un d'important chez Man Movie qui nous explique des choses. Alors ce film-là a été édité à ma connaissance 2 fois, donc une fois par Man Movie, c'est l'édition qui est à l'heure actuelle la plus facile à trouver, donc c'est celle que j'ai. Et l'autre édition, donc c'est chez, alors hop, je regarde sur mes petits onglets que j'ai ouverts, chez MEP Vidéo, MEP Vidéo qui est connu sous l'autre nom Mes éditions préférées. Donc il y a eu pas mal de films peu connus ou assez difficiles à trouver qui ont été édités par mes éditions préférées. Alors je ne sais pas ce que vaut cette autre édition de ce film-là. Est-ce que la restauration, est-ce que la qualité de son, tout ça, est-ce que le travail sur cette édition DVD a été fait aussi bonne, de la même qualité que l'édition Man Movie? Je ne sais pas, je ne peux pas m'avancer. À l'heure actuelle, donc les deux éditions sont trouvables sur Presse Ministère et sur Amazon. Vous ne pouvez trouver que l'édition Man Movie qui est vendue, commercialisée par Amazon itself plutôt. Donc à 7,94, 9 vendu par Amazon, donc c'est encore commercialisé. Sinon pour Presse Ministère, vous pouvez l'avoir 9. Alors du coup j'ai bougé un peu mes trucs. 9 sous blister à 1,50€, donc bon après 2,99€ de frais de port, mais voilà, franchement ça vaut le coup. Pour l'édition, je parle de Man Movie. Quant à l'édition, mes éditions préférées, on peut le trouver également sur Presse Ministère, donc à l'heure actuelle, donc j'ai fait mes recherches il y a un quart d'heure, à 99 centimes sur Presse Ministère aussi. Alors MEP Vidéo, donc c'est un éditeur qui n'existe plus apparemment. J'ai fait quelques recherches sur internet et sur un des sites il est écrit MEP Vidéo, donc sous l'impulsion de Thierry Rogister, ancien président de Gaumont Columbia Home Trister Vidéo,
MEP Vidéo est un nouvel éditeur français qui s'apprête à exploiter un catalogue de 800 titres des plus grands studios américains. Le concept, offrir aux DVD Phage et DVD Fil une collection d'incontournables sur leur support préféré pour un prix défiant toute concurrence et dans un nouveau packaging, sauf que la société a été liquidée le 10 janvier 2013. Donc voilà, donc après, c'est à peu près tout ce que j'ai là-dessus comme information. À savoir que donc il y a à la fin du film, il présente vite fait les acteurs, tout ça, et avant que le générique commence à défiler, donc il y a une courte pause où il y a une nouvelle séquence vidéo supplémentaire. Donc c'est intéressant de ne pas, lorsque le film finit, le film finit tout ça, qu'il y a écrit rien, tout ça. Voilà, il ne faut pas éteindre tout de suite le DVD. Voilà, il faut attendre un petit peu, pas très longtemps, mais un tout petit peu. Et on a une petite séquence de fin et les deux petits garçons, tout ça avec leur petit délire sur l'appareil photo. Je vous dis pas quoi pour pas spoiler, mais voilà, on a le fin de déroulement de leur aventure à propos de ça. Et donc voilà, c'est une petite séquence assez drôle et ça vaut le détour. Ouais, c'est intéressant de le signaler. Voilà, donc après, franchement, donc il était possible de voir en trois langues, français, anglais ou italien. Donc moi, avec Zulu, on l'a vu en français. Franchement, voilà, j'ai pas ou peu de reproches à faire. Franchement, je ne sais pas ce que je pourrais reprocher à cette édition-là ni à ce film-là. J'ai vraiment beaucoup aimé pour un film de 89. Franchement, pour un film de série B de 89, il est excellent. Voilà, j'ai passé un très très bon moment. The Glut aussi, je pense. Bon, là, elle s'est endormie, mais voilà, je me souviens d'avoir beaucoup entendu rigoler, tout ça. Et voilà, donc c'était vraiment un super moment. Voilà, je recommande sans problème. Autant, à la limite, voilà, si vous le sentez pas, ne regardez pas forcément celui-ci, le premier. Parce qu'il n'est pas indispensable, parce que et puis il y a des longueurs, tout ça, et la qualité est pas super, mais voilà, celui-ci, franchement, ça vaut le détour, il faut le voir au moins une fois. Moi, franchement, ce film-là, je le reverrai plusieurs fois sans problème. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film-là. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures, de nouveaux épisodes de Parlons DVD. Bon, cette semaine, c'est un peu particulier, puisque normalement, on fait pas d'épisode de Parlons DVD en milieu de semaine, tout ça. Normalement, c'est le week-end, en débordant un petit peu sur le début de la semaine qui arrive. Mais là, ce week-end, donc c'est pareil, on aura un emploi du temps particulier également ce week-end. Donc, voilà, il y aura très certainement un autre épisode de Parlons DVD demain soir où on regardera un autre DVD, très certainement avec Zulu, tout ça. On essaie un petit peu de recalibrer nos plannings un petit peu. Voilà, c'est un peu space en ce moment, mais ça se remettra après comme d'ordinaire. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Et puis en même temps, c'est tout bonus, comme ça on fait plus d'épisodes de Parlons DVD. Donc voilà. Sur ce, donc je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.